Est-ce que toi, tu as déjà participé à une grève des médecins? Non, pour le meilleur ou pour le pire, j'ai jamais participé à une grève de médecin, non. Et pourquoi du coup? Parce que je suis content que d'autres le fassent à ma place. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de soumission des médecins et une sorte aussi de... comme s'ils s'excusaient d'être médecins, tu vois. Tu préfères que ton médecin il sache que c'est une bonne way ou tu préfères qu'il sache traiter ta mère le jour où elle va faire un AVC? Du 300 € l'injection. Sauf qu'ils avaient des espèces d'infirmières et les infirmières prélevaient, centrifugeaient et eux ils faisaient que de l'injection. Ils en faisaient 10 par heure. Et ils faisaient des journées de, je sais plus combien, de 8 heures, tu vois. Donc imagine le chiffre d'affaires de malades qu'ils font. J'ai été envoyé en consultation en SOS médecin dans une tour avec un point de deal. Il y a le mec, tu sais, sur sa chaise qui est devant. Donc en l'occurrence, le mec m'arrête et me demande ce que je fais. Je lui dis bah écoute, je suis SOS médecin, j'ai une consultation. Il me fait ok, c'est bon. J'appuie sur le bouton de l'ascenseur pour monter. C'est des grandes tours, il y avait je sais pas combien d'étages. Et en fait, le temps que l'ascenseur arrive, il y a 3 mecs qui débarquent, qui m'encerclent. Ok, parfait, très bien. Bienvenue dans le podcast de La Cervelle. Donc, je suis avec le docteur Morgan Aldo, qu'on va présenter tout de suite. Mais déjà, pourquoi est-ce qu'on s'est lancé dans un podcast de médecins? Alors déjà, parce que le constat que je me suis fait est simple, c'est que les podcasts de médecins, c'est chiant à mourir. C'est tout le temps, ça parle tout le temps de santé, de prévention. Je sais pas, ils osent pas se mouiller, ils osent pas rentrer vraiment dans le vif du sujet. Et moi, j'ai envie de lancer un truc où on parle business, on parle sans langue de bois, on parle des vraies conditions de travail, ambition, échelle sociale, bref, tous les thèmes de la chaîne. Et qui de mieux pour parler dans ce premier podcast que Dr Morgan Aldo, qui est déjà sans langue de bois dans la niche santé sur les réseaux. Donc, on va parler de plusieurs thèmes aujourd'hui. On va parler de est-ce que les médecins français sont des grosses victimes? Est-ce qu'on s'est fait bouffer par les 10 années d'études? Est-ce que ça vaut encore le coup de faire un médecin aujourd'hui? Est-ce que ça vaut le coup de faire un médecin en France aujourd'hui? Bref, plein de questions ultra intéressantes. Et vas-y, je te laisse te présenter du coup. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Moi, je suis donc Dr Morgan Aldo. Je suis médecin généraliste et j'exerce avec SOS médecin sur la médecine générale. Et je suis médecin du sport. Je suis à la fédération de MMA. Donc, en fait, je fais que de l'interventionnel. Et donc, je fais aussi des vidéos sur les réseaux, sur un côté un peu chiant, prévention et compagnie, et sur un côté un peu moins chiant où effectivement, bah, j'ai pas peur de dire ce que je pense. Voilà. Et là, on va essayer de mettre cette qualité rare à l'honneur aujourd'hui. Et pareil, si vous avez des thèmes à aborder, des questions particulières, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On se fera un plaisir de les aborder la prochaine fois. Mais avant ça, on a plusieurs sujets à traiter. On verra combien de temps ça prend. On ne s'est pas donné des limites en particulier. Et donc, moi, je voudrais commencer par une revue d'actualité. Donc, on voit que en ce moment, les médecins ont encore prévu une grève. Il y a une grève des médecins qui est prévue, du coup, il me semble, au mois de janvier. Est-ce que toi, tu as déjà participé à une grève des médecins? Non, j'ai jamais, pour le meilleur ou pour le pire, j'ai jamais participé à une grève de médecin, non. Et même pendant que tu étais interne, externe, est-ce que tu as déjà fait des grèves? Non, 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 jamais. j'ai Alors pourquoi t'en as jamais fait? fait de grève de médecine. Et pourquoi du coup? Parce que, alors je vais te donner, parce que je suis content que d'autres le fassent à ma place. En fait, moi, comment dire, tu vois, je vois bien qu'il y a des gens qui sont médecins et ça suffit à les définir. Je sais que en ce qui me concerne, ça me suffit pas. Quand je dis ça me suffit pas, c'est pas forcément sur un plan, tu sais, financier, mais c'est sur un plan d'accomplissement personnel où j'ai un tempérament, on va dire, de créateur, où j'ai besoin de créer. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles je fais des vidéos sur Internet. Et je sais que, en tout cas, j'espère que ces vidéos sur Internet pourront potentiellement m'ouvrir des opportunités que j'aurais pas eu autrement. Donc eux, les autres médecins, c'est normal en fait, je trouve qu'ils fassent des grèves pour se battre pour leurs conditions de laquelle ils n'ont aucune envie de s'extraire. Tu comprends ce que je veux dire? Alors que moi, je considère que si tu veux plus, il faut faire plus. Et faire plus, ben, en l'occurrence, j'essaye de le capitaliser sur le plan individuel en m'améliorant de jour en jour. Tu vois, voilà. Et donc, comme le temps est précieux, ben, j'ai pas le temps d'aller faire les grèves. C'est-à-dire que tu ne fais pas grève parce que t'es pas assez touché par les problèmes de la médecine, puisque tu as d'autres manières, toi, de t'épanouir. Donc, tu es moins touché par les problèmes parce que de toute façon, tu as d'autres soupapes de décompression et tu peux contourner même les problèmes grâce à d'autres opportunités qui sont à côté. C'est ça ou pas? Ouais, et puis en plus, ça rejoint aussi un côté malheureusement très pragmatique, c'est que est-ce que une grève a déjà empêché une décision politique dans ces 15 dernières années, tu vois? Alors, Si tu as des grèves, si tu as, je veux dire, tu as eu des millions de, tu sais, de gilets jaunes, qu'est-ce qu'ils ont fait? 49.3, 49.3, 49.3. Il y a eu des grèves pas possibles de médecins, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ça n'a rien empêché. C'est ça. C'est triste à dire, mais voilà, ça s'inscrit aussi dans une réalité, c'est de dire que si jamais je pensais, en toute honnêteté, ça peut être débattu, il n'y a pas de problème, mais si je pensais que ça vraiment, ça pourrait jouer un intérêt sur le plan pragmatique, parce que sur le plan symbolique de dire ouais, on est unis et tout, d'accord, si tu veux, mais sur le plan pragmatique, et c'est vraiment la seule chose, moi, qui m'importe fondamentalement, c'est vraiment de dire, est-ce que ça sert à quelque chose? Ça sert à rien, bah, je vais utiliser mon temps autrement, tu vois. Et ben justement, c'est assez marrant que tu dis ça parce que j'ai fait mes petites recherches. En fait, je suis tombé sur l'article ici de RTL. Bon, je suis pas un très grand lecteur de RTL, c'est juste que je suis tombé dessus. Et donc, on parle d'une mobilisation historique des
médecins du 5 janvier. Attends, regarde juste si on peut bien voir mon écran. Hop, je vais le mettre en plus grand. Voilà, une mobilisation historique des médecins le 5 janvier. Et en fait, le mot historique, ça m'a un peu fait tiquer parce que j'ai l'impression qu'il y a déjà eu des manifestations historiques l'année dernière et puis l'année d'avant et l'année encore d'avant. J'ai l'impression de voir que des manifestations historiques et tout le temps autour du mois de décembre et de janvier. Du coup, je me suis dit, est-ce que c'est moi qui suis en train d'avoir une sorte de sensation de déjà-vu qui sortirait de nulle part ou est-ce que vraiment il y a une manifestation à peu près tous les ans? Et donc, j'ai regardé un petit peu et j'ai vu que sur le site du Public Sénat, il y avait une grève des médecins libéraux le 5 janvier 2023. Et alors, je me suis demandé si c'était peut-être le cas encore avant. Et j'ai regardé, en 2022, il y avait aussi une grève des médecins libéraux et avec une décision symbolique et difficile. Je me demande bien si, avec une décision aussi symbolique et difficile, est-ce que les résultats ont été à la hauteur du symbolisme et de la difficulté du fait de faire grève? Moi, j'ai l'impression que pas du tout. Et même de toute manière, on peut remonter à 10 ans, 15 ans, 20 ans en arrière. Il y a assez régulièrement des grèves et on voit que ça fonctionne pas. Et c'est bien que tu aies mentionné les gilets jaunes parce que, en fait, moi, ça m'a fait un shift dans la tête, l'histoire des gilets jaunes, parce que c'était tellement le bordel, c'est tellement parti loin. Je me suis dit, mais si avec tout ce bordel-là, rien n'a changé, en fait, tu peux, c'est que c'est verrouillé, en fait. Tu vois, il peut pas y avoir plus que ce qu'il y a eu, ou alors ce serait vraiment, ça partirait vraiment en cacahuète. Et tout ce qui est en dessous, ça vaut pas le coup. Donc, les petits médecins qui font leur grève pendant une semaine, qui ferment leur cabinet, je pense pas qu'ils puissent obtenir quelque chose de très intéressant. Surtout qu'ils sont pas soutenus par la population, parce qu'en France, tu as une sorte de haine des personnes qui sont dans la classe sociale supérieure à la tienne. Donc, les médecins, en plus d'être des sales gros bourgeois privilégiés et fils de médecins, ce qui est de moins en moins le cas, ils peuvent pas avoir la sympathie du public, alors qu'ils font grève en général pour améliorer aussi les conditions du public. Donc, en fait, ils sont un peu entre les deux. Tout le monde les déteste, tout le monde trouve que c'est un peu des gens pourris gâtés, personne ne va les soutenir. Et ils sont là, oui, mais on fait une manif pour vous, c'est pour vous aider. Pour moi, le système est vérolé. Tu feras jamais rien changer avec une manif, mais ce qui amène à une autre question, du coup, on fait quoi en fait? Alors, écoute, déjà, effectivement, pourquoi est-ce que j'ai perdu confiance en la capacité de changement suite à une manifestation? Déjà, comme j'ai dit, c'est parce que le passé nous montre que ça sert à rien. Et deuxièmement, c'est parce que la réalité, en fait, elle suit le rouleau compresseur, tu vois, que tout le pays est en train de subir. Et tu peux pas penser qu'en tant que médecin, tu es dans une espèce d'enclave intouchable. Et c'est pas le fait de sortir manifester qui va changer cette réalité-là. Voilà. Ça, c'est ce que je pense. Et ça, c'est c'est de façon parallèle au soutien que, tu vois, tu pourrais quand même exprimer de façon confraternelle à tous ceux qui, eux, vont quand même essayer de donner de leur temps et de placer de l'espoir, etc. Bon. Maintenant, qu'est-ce que toi, tu dois faire? Alors, toi, je sais que tu as choisi la voie de l'expatriation, qui est une voie qui se défend. Et moi, je pense que... Alors, en fait, ça ouvre une question large. Ouais, avant de partir sur l'expatriation, j'aimerais bien qu'on se pose la question de comment est-ce que les médecins en sont arrivés là? Pourquoi est-ce qu'ils se laissent faire? En fait, j'ai l'impression que si tu prenais la caste des médecins des années 80-90 et que tu la mettais aujourd'hui, ça serait totalement différent. En fait. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de soumission des médecins et une sorte aussi de... comme s'ils s'excusaient d'être médecins, tu vois. Je pense qu'en fait, tu vois, pareil, ça suit l'époque. Ça veut dire qu'à l'époque, tu avais plus de respect des gens envers le médecin. Il y a une image qui est désacralisée du médecin et qui l'a été particulièrement suite au Covid, où le médecin est devenu officiellement, entre guillemets, la boniche des entreprises pharmaceutiques, au regard du grand public, j'entends, tu vois. J'ai fait un short là récemment pour parler d'un truc de Covid, ça s'est transformé en rage bait, quoi. Je veux dire, j'ai mis, 2 gouttes de kérosène et j'ai allumé une toute petite mèche, paf, ça fait une explosion, les gens se sont mis à m'insulter. Bon, je m'étais fait insulter de collabo, alors que j'ai toujours été extrêmement critique à l'égard de tout ce qui a pu se passer pendant le Covid, mais parce que un mec lambda a dit que j'étais collabo, alors les gens sont partis du principe que c'était mérité. Bref, donc il y a une désacralisation de l'image du médecin, il y a, tu sais, aussi une médecine de plus en plus fast-food, entre guillemets, qui aggrave cette chose, tu vois, d'avoir une mauvaise image de la médecine, où les gens ils sont plus soignés correctement. Avec, moi je suis pas un grand fanatique sincèrement des téléconsultations, alors tu dois pouvoir les faire de façon adaptée à ton mode, mais moi je dirais que je suis très axé examen clinique, donc il y a une dégradation en fait de l'offre de soins et qui poursuit justement cette dégradation du pays en général. Voilà. Et donc comme il y a donc cette mauvaise vision qu'on a du médecin et comme on est à force de se faire marcher dessus, en fait tu te fais victimiser, tu deviens une victime. Moi je pense que c'est ça qui explique ça aujourd'hui. Ouais, mais la désacralisation du médecin, elle vient des patients ou elle vient des médecins eux-mêmes? En fait, elle vient des deux. Ça veut dire que, moi, comme je t'ai dit, les médecins pendant le Covid, moi, je vais te raconter une anecdote qui, pour moi, illustre tout. J'étais encore interne au moment du Covid, dans ma dernière année d'internat, et c'était le moment où tout le monde était absolument fou, donc devenu complètement fou avec ça. Et en fait, j'étais dans un hôpital psychiatrique où c'était des pavillons. Et en fait, entre chaque pavillon, t'es dehors à l'air libre. Et je me baladais dehors à l'air libre, sans masque. Et je croise une médecin, j'étais tout seul, j'étais tout seul à l'air libre. Et je croise une médecin, tu sais, une ancienne, et qui me fait ça.
comme ça, tu sais, avec une tête comme ça, et en mode, mais mets ton masque. Je dis, mais ça va pas. Pourquoi est-ce que je mettrais mon masque? À quoi est-ce que je m'expose là? Là, tu perds la raison. Et donc, quand tu as des médecins qui font ça et qui représentent malheureusement la majorité, le bon sens te montre qu'en fait, c'est un peu n'importe quoi de faire ça. Oui, tu vois, avoir le masque et tout, mais dans des conditions, dans des conditions raisonnées. Quand tu es tout seul à l'air libre, tu sais, on dirait les gens qui sont tout seuls dans leur voiture avec leur masque. Qu'est-ce que tu redoutes en fait? De t'infecter avec ton propre air. Donc, comment ne pas perdre en fait confiance, tu vois, en le médecin? Et donc, quand tu n'as plus confiance en médecin, bah, tu perds le caractère, j'allais dire sacré, mais c'est pas sacré, le caractère respectueux, tu vois, envers le médecin. Ouais, mais tu vois, ça c'est comment dire, c'est des incohérences. On a vu par exemple pendant le Covid où il y a des médecins qui ont validé des trucs fous, hein, comme le coup du restaurant assis debout, etc. Il y a des trucs fous qui se sont passés. Ça a participé à la désacralisation. Mais moi, de mon côté, donc, je pense que il y a aussi une grande responsabilité des médecins, et même dans leur relation avec les patients, qui ont voulu trop horizontaliser les choses. Ils ont voulu eux-mêmes descendre de leur, j'allais dire leur pédestal, mais c'est mal dit, tu vois. Ils ont voulu descendre, se mettre au niveau des patients et couper au maximum la hiérarchie en disant que cette hiérarchie-là, elle était trop paternaliste, que c'était une mauvaise, bref, c'était trop descendant, etc. Et ça, c'est vraiment une image de l'époque actuelle. On veut tout horizontaliser. On veut que tout le monde soit sur un même pied, tout le monde soit égal. Mais en perdant cette hiérarchie, tu perds aussi la confiance et tu perds parfois même l'adhésion, tu vois, des patients. Parce que si ton médecin, c'est un peu ton pote à qui tu peux mal parler, que tu peux tutoyer, tu peux rentrer dans son cabinet, demander un arrêt de travail qui te fait comme ça à la volée sans t'examiner et qui est un peu à ta merci, eh ben, tu perds ce respect. Et en perdant ce respect, tu perds aussi la qualité des soins. Donc, il y a une sorte de retour de bâton où maintenant, les médecins se prennent vraiment au premier degré des coups de bâton maintenant aujourd'hui. Et d'un côté, j'ai envie de dire que c'est mérité, tu vois, parce qu'ils l'ont quand même cherché. Pendant tout l'internat, on s'est fait rabâcher ces trucs-là d'horizontalité comme ça au maximum, aller chercher au maximum et vraiment placer le médecin comme un acteur parmi d'autres et faire monter le patient. Et ça s'est retourné contre eux. Je comprends qu'il y ait des bons côtés à ça, mais ça correspond à une certaine partie de la population. Mais quand tu généralises comme ça à tout le monde, ça devient le bordel en fait. Et je pense qu'il y a toujours quand même besoin d'une hiérarchie pour que les choses se passent bien. Et c'était le cas chez les anciens médecins, parfois même trop, mais on le perd de plus en plus et on se rend compte seulement aujourd'hui des conséquences que ça a. Et je pense que ça sera encore pire plus tard. Tu vois, les agressions de médecins, par exemple, on en a de plus en plus. Les patients, tu leur prescris des trucs, ils n'ont rien à foutre. Les influenceurs santé sont mis au même niveau que les médecins. Les coachs de bien-être sont au même niveau que les médecins, etc. Ça devient le bordel et c'est même pas bon pour les gens eux-mêmes. Bah écoute, moi je te rejoins à 100% et je vais un peu reprendre ce que tu as dit à ma façon. C'est-à-dire que effectivement, déjà, regarde, aujourd'hui le médecin c'est un dealer. Les gens maintenant disent je vais me mettre en arrêt de travail. Ouais, exactement. Ah bon? C'est-à-dire que tu vas chez le médecin parce que c'est ton dealer d'arrêt de travail. Moi j'ai mal au dos, moi je veux une IRM. Donc le mec, moi je vois, quand je vais chez des gens, ils ont eu un scanner lombaire pour une lombalgie aiguë à la con. Tu vois, ils ont un lumbago, ils sortent avec un scanner. Ce qui pour moi au passage est criminel de la part du médecin. Hein. Ouais. Tu irradies gratuitement les gens et ça augmente la vision négative qu'ils ont de leur lombalgie et ça peut augmenter les douleurs. Donc c'est exactement ça. Tu les irradies gratuitement, ça a des frais pour la sécurité sociale. Tu vas trouver une discopathie à la con que les gens, qui va rendre complètement paranoïaque les gens en disant oh, j'ai une discopathie, il y a le mot pathie comme pathologie, tu vois. Et du coup, en fait, le médecin ne t'examine pas parce qu'il sait pas t'examiner peut-être, tu vois, ou alors il a pas le temps. Donc je reprends cette histoire de la médecine fast-food. Donc voilà, le médecin, ce qu'on dit là, tu as une rhinopharyngite, docteur, il me faut un antibiotique. Combien de fois j'ai vu des patients pour une rhinopharyngite sous antibiotique, le médecin a dit ok. Donc dealer d'arrêt de travail, dealer d'antibiotiques, dealer d'IRM ou de scanner. Donc le médecin il accepte tout. Ensuite, il y a une mauvaise vision du médecin. Donc j'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé par le côté du médecin. Maintenant on va parler par ce pourquoi le médecin n'y est pour rien. Et ça tu l'as très bien dit, c'est sur les influenceurs santé aujourd'hui. Les coachs sportifs qui vont prendre des extraits de médecins qui vont dire que la créatine c'est du dopage, alors que fondamentalement en fait on n'en a rien à foutre. C'est pas ça qui va te déterminer si t'es un bon médecin ou pas. D'ailleurs moi les gens je leur dis, mais en fait parce que les gens ils viennent me dire ouais les médecins ils disent la créatine c'est du dopage. Je leur dis mais est-ce que tu sais pourquoi ils disent ça? Et là j'ouvre un truc, une brèche dans la salle. Mais attends, mais il y a une raison pour laquelle les médecins ils disent que la créatine c'est du dopage, c'est pas juste qu'ils sont complètement cons. Bah non, il y a une raison en fait. Et je leur explique, tu sais que la créatine ça a été dans les années 90 adultéré par des produits dopants. Il y avait des produits dopants, ça s'appelle l'affaire, tu sais, il y a l'affaire du sang contaminé, ils avaient appelé ça l'affaire de la créatine contaminée. Et donc les vieux médecins qui conservent ce souvenir-là, ils s'en rappellent. Donc oui, effectivement, il y a des gens qui vont dire que créatine c'est du dopage et même si c'est des conneries, fondamentalement, moi ce que je leur dis, tu préfères que ton médecin il sache que c'est une bonne whey ou tu préfères qu'il sache traiter ta mère le jour où elle va faire un AVC? Tu vois, ils disent ouais, les médecins ils se mettent pas à jour. Ils sont pas à jour parce qu'ils savent pas les compléments alimentaires. Mais je me dis mais putain, mais pourquoi il y a jamais un seul connard pour me demander si je suis à jour de la prise en charge de deuxième intention de la pyélonéphrite chez la femme enceinte insuffisante rénale, tu vois?
Oui, parce qu'ils sont pas au courant, mais c'est ça mon travail, moi. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, aujourd'hui, les gens, ils vont entendre. Donc, moi, toute la journée, on va me dire, docteur, tu penses quoi du collagène? Mais on peut parler du collagène si tu veux. Mais pourquoi ils entendent ça? C'est parce qu'il y a un discours sur les réseaux sociaux qui va leur faire dire que les médecins, en fait, c'est juste des ignorants, finalement. Et moi, je parle avec des gens qui sont sur les réseaux et qui vont me dire, ouais, tu sais, les conflits, par exemple, conflit d'épaule. Ah bah non, les conflits, ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Bon, moi, je suis ouvert à la discussion et effectivement, il y a un débat là-dessus. Mais je vais pas venir me faire expliquer mon métier par un coach sportif, en fait, qui n'a jamais examiné une épaule de sa vie. Et s'il l'a fait, c'est de l'exercice illégal de la médecine. Tu comprends ce que je veux dire? Eh ben non, le mec vient en donneur de leçons t'expliquer qu'est-ce que c'est que la médecine. Et donc quand les patients ils entendent ça, parce que quand tu parles avec eux, tu les remets. J'ai rien contre les coachs sportifs, j'ai plein de potes coachs sportifs, mais aujourd'hui c'est vraiment le coach sportif voilà, qui se prend pour un médecin, mais qui est pas dans le débat. Tu vois ce que je veux dire? Il est là, il crache sur le médecin. Il y a encore des vidéos de 1 heure où des mecs crachent sur des médecins et personne n'est là pour leur répondre. Et dès que je vais venir avec eux en privé ou alors des mecs, tu sais, d'autres dans le développement, autre chose, niche développement personnel, les mecs vont commencer à sortir des termes un peu scientifiques, sauf que comme les gens, ils sont pas au courant justement ils ont pas un niveau scientifique minimal, dès qu'on va leur sortir un terme scientifique, ils vont se dire, ah ça y est, le mec il sait de quoi il parle. Mais moi je vais leur parler à ces mecs en privé et en fait ils n'ont pas le b.a.-ba du niveau que nous on aurait, mais je veux dire des choses qui te paraissent évidentes. Je parle avec des coachs, des mecs qui viennent me voir, ouais, mon coach sportif il m'a prescrit une prise de sang, c'est très à la mode, tu sais. Tu regardes la prise de sang, le mec te met des trucs, ouais, électrophorèse des protéines sériques. Mais en fait, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Tu comprends ce que je veux dire? Et le mec te met des trucs qui n'ont absolument aucun rapport les uns avec les autres, tout en crachant sur le médecin. Et donc ça, toutes ces choses-là, si tu veux, contribuent à diminuer l'image du médecin. Ensuite, même au niveau politique, j'ouvre un nouveau débat, c'est sur les IPA, tu sais, les infirmières de pratique avancée. J'ai rien contre les IPA, j'ai rien contre les infirmières évidemment, et évidemment qu'il y a des choses que les infirmières elles pourraient faire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on essaye de faire des économies sur le dos du médecin, donc en lui faisant moins faire de tâches, donc c'est pour ça qu'on va mettre des IPA, en mettant des temps d'internat plus longs et on va essayer de faire avaler la pilule aux internes en disant bah oui c'est pour mieux vous former, docteur junior, etc. Mais en vrai c'est une pilule que personne n'avale. Mais tout ça, ça fait que mis bout à bout, et bah, évidemment en fait que la vision du médecin, bah, elle est diminuée. Tu vois? Donc voilà ce que j'en pense. Je sais pas si je t'ai répondu. Donc il y a un mix entre les réseaux sociaux avec le fait que tout le monde soit un peu dans l'effet de Dunning-Kruger où tu connais un peu de choses sur un sujet et ça te donne une surconfiance qui se détruit une fois que tu creuses un peu plus. Donc tu as cet effet-là. Tu as le fait que tout le monde parle de santé, ce qui fait croire aux gens que la santé se résume à ce qu'on voit sur les réseaux alors que ça va beaucoup plus loin. Il y a la faiblesse des médecins eux-mêmes parce que je reviens sur les patients qui viennent avec une liste d'examens à faire, une liste d'ordonnances, etc. Mais est-ce que tu as déjà vu des médecins refusés? Alors ouais, bah voilà, on aborde la question du non. C'est une question hyper importante. Apprendre à dire non. Et en fait, ça dépend des médecins, ça dépend du rapport qu'ils ont avec les gens. Et en fait, ça dépend, oui, de ta propre capacité individuelle à dire non. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir... En fait, t'expliques aux gens, tu leur expliques. Il y a des gens qui poussent, qui veulent pas comprendre. Moi, ça m'est déjà arrivé de dire à des gens, écoutez, si vous voulez, dès que j'ai passé le pas de la porte, parce que c'était avec une consultation SOS médecin, vous rappelez un médecin juste après m'avoir appelé pour avoir votre antibiotique, mais moi, je ne vous le prescrirai pas. C'est tout. Mais il y a des médecins, oui, tu vois, comme je te dis, il y a des gens, ils ont antibiotiques rhinopharyngite. N'importe quel médecin sait que ça se traite pas avec un antibiotique. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, il veut pas entrer dans le conflit, en fait, avec les patients. Il préfère prescrire directement. Donc, il y a la vision globale du médecin. Il y a le fait que les médecins eux-mêmes, aujourd'hui, n'osent plus dire non, ont peur aussi, parfois, se rabaissent, culpabilisent même de leur statut social. Il y a aussi le fait que le gros problème qu'il faut ajouter à tout ça, c'est la sécurité sociale, dont on a parlé tout à l'heure. Tu vois, par exemple, tu as dit, oui, combien ça coûte à la sécu, etc. Donc, tu mixes la vision des patients, plus les médecins qui s'auto-sabotent, et tu ajoutes à ça la sécurité sociale avec le problème de la gratuité des soins, entre guillemets, qui fait que les gens voient ça vraiment comme de la consommation bas de gamme, en fait. En gros, tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Et moi, je le vois maintenant que j'ai quitté le pays et que je peux voir les autres systèmes de santé. Les gens, ils raquent à mort. Hein. Ils payent des consultations hyper chères. Par exemple, un truc qui m'a marqué, j'ai emmené un de mes enfants voir un ORL ici. Donc, tu payes la consultation avec l'ORL. Ensuite, tu as mutuelle qui va te rembourser, enfin ton assurance santé qui va te rembourser. L'assurance santé, elle demande du coup le compte-rendu de consultation pour pouvoir te rembourser. Et ben, il n'est pas fourni de base par le médecin. Tu dois faire une demande au médecin et ensuite tu vas raquer encore 30 € de plus pour qu'il puisse te faire un compte-rendu médical en plus de la consultation. Donc, c'est-à-dire que à chaque fois que tu demandes du temps de travail à un médecin, tu dois raquer en plus. Et ça met vraiment. Et tu vois, c'est des pays qui respectent beaucoup plus leurs médecins, qui consomment la santé de manière beaucoup plus éclairée. Et c'est un peu le mix de tout ça qui fait qu'on en est arrivé à là en France aujourd'hui où tu as une médecine qui n'est pas respectée, qui va droit dans le mur, avec des
médecins qui sont sous-payés par rapport à la moyenne de l'Europe, avec des étudiants en médecine qui se font marcher dessus, qui se font ajouter des années d'études qui ne servent à rien. C'est très bien que c'est pour les exploiter. Mais maintenant, on est dans ce constat-là aujourd'hui. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que peut faire un médecin aujourd'hui qui est secteur 1 ou alors secteur 2, qui est dans son cabinet ou à l'hôpital, qui voit l'état actuel de la santé, qui sait que ça peut aller que dans le mauvais sens? Moi, j'ai fait le choix de partir. Toi, tu as fait le choix de rester. Quelles sont les différentes possibilités pour soit amoindrir les effets négatifs du système, soit en sortir complètement? Alors, je vais te répondre en 2 temps. Déjà, moi, j'ai fait le choix de rester. Donc ça, c'est le premier temps parce que sur un plan individuel, c'est-à-dire que moi, j'ai tout ici. J'ai ma famille, j'ai ma femme, j'ai toutes mes attaches. Donc c'est un choix personnel qui est motivé, on va dire, par des raisons émotionnelles qui se valent, tu vois, en regard du rationnel avec l'état qui se dégrade dans le pays. Moi, j'ai là effectivement le plan, on va dire, d'essayer d'assurer mes arrières le jour où c'est plus vivable. Mais cette dégradation, elle se fait progressivement. Et effectivement, moi, à l'état actuel, j'ai un bon mode de vie, parce que tu as parlé, alors il y a parmi toutes les choses là, donc là on a parlé, on va dire, du point de vue du médecin, enfin de la considération du médecin, mais on peut aussi parler évidemment, donc tu as commencé à le toucher du doigt, sur la rémunération du médecin, qui est déjà un peu sous-payé entre guillemets au regard de ce qui se fait rien qu'en Europe, sous-payé au regard de la considération qu'ont les gens du médecin, et à des charges énormes, tu vois. Moi c'est vrai que j'ai plus de la moitié de mon chiffre d'affaires qui part dans les charges, l'URSSAF, les impôts, les trucs, etc. Et aux yeux de plein de gens, c'est toujours pas assez, tu vois. Néanmoins, j'arrive quand même à m'en sortir confortablement. Moi, je travaille en fait la moitié. Regarde, aujourd'hui, en étant médecin généraliste en France, j'ai tout ce que j'aurais pu rêver à l'état actuel. C'est-à-dire qu'il faut pas avoir des œillères et refuser de voir dans 10 ans comment ce sera. Et c'est pour ça qu'on a commencé là d'ailleurs. Mais à l'instant T, je travaille moins de la moitié de la semaine. Je travaille 3 jours par semaine, on va dire, tu vois. Voilà. Mes journées, elles font 6 heures sur des horaires que je peux adapter. Je gagne ma vie suffisamment bien pour ne pas avoir à réfléchir le jour où j'ai une dépense, tu vois. Par exemple, tu vois, on avait fait un podcast, j'étais en Thaïlande, donc c'est-à-dire que j'étais en Thaïlande et après j'avais enchaîné aux États-Unis, donc des voyages quand même qui sont onéreux, ne serait-ce qu'en billets d'avion. Tu vois, je parle même pas sur place, au cours desquels j'avais passé donc 2 mois sans avoir un centime de rentrée d'argent et en fait qui me permettait quand même, en ayant un tout petit peu plus poussé de vivre confortablement, d'avoir. Alors là, on a parlé de la vision du médecin qui, quand même, tu vois, faut pas mentir non plus. La majorité des gens se rendent bien compte de la situation grave sur le plan médical qui est en France, et quand nous on va les voir au domicile, en vrai ils sont quand même non seulement dans le respect mais dans la gratitude d'avoir un médecin qui vient chez eux. Alors il y a quand même des gens qui s'en rendent pas compte, mais la majorité des gens s'en rendent compte et sont respectueux, sont sympas à ton égard, etc. Donc si tu veux, pour toutes ces raisons-là, d'avoir donc quand même un minimum de considération de la part des gens, de quand même bien vivre, de pouvoir justement octroyer suffisamment de temps pour assurer les arrières avec le plan B, c'est tout pour toutes ces raisons que moi j'ai décidé et donc aussi sur le plan personnel avec, comme je te disais, mes attaches, que je suis resté en France. Mais ce temps, donc moi je travaille sur le plan médical en moins de mi-temps, mais par contre moi je travaille non-stop sur mes vidéos, sur mes projets annexes pour pouvoir justement avoir une activité secondaire, un peu comme tu le fais toi, tu vois, même si toi tu es beaucoup plus avancé dans le business que moi, avec des moyens de revenus qui fonctionnent mieux que moi, mais sur lesquels moi je continue de travailler, tu vois. Donc la douleur, elle est pas assez grande en fait. En fait, tu sais qu'au bout d'un moment, il faudra partir si ça continue dans le mauvais sens. C'est juste qu'actuellement, la douleur, elle est pas assez grande. Parce que... En fait, j'ai pas de douleur, moi. Je n'ai pas de douleur. Alors la douleur, en fait, tu vois, toutes ces raisons que je te dis, tu vois, de dire, oui, des fois, les gens, ils te considèrent comme étant ingrat. Pour toi, c'est pénible de payer autant de charges, etc. Mais comme je t'ai dit, moi, en vrai, j'ai un mode de vie qui me permet de pouvoir m'épanouir jour après jour, malgré tout ce qu'on a pu dire avant. Parce que tu peux parler du négatif, mais il faut aussi parler du positif, tu vois. Le problème, c'est qu'avec le temps, et c'est pour ça qu'on a commencé par là, je pense que le négatif va monter et donc le positif va diminuer. Mais il y a encore une marge de temps, en tout cas, je pense, qui me permet, moi, d'assurer mes arrières. Et toi, tu as fait le choix de pouvoir t'expatrier et peut-être que l'avenir nous le dira, tu vois, t'as fait le bon choix au bon moment et que l'avenir me donnera tort. Mais actuellement, j'arrive à tout concilier, tu vois, j'arrive à tout concilier et à vraiment sentir un épanouissement qui augmente jour après jour. Alors c'est intéressant parce que en fait, tu vois la trajectoire négative, mais les avantages sont encore assez présents. Parce que justement, moi, je voulais conclure après en parlant de quels sont les avantages à être médecin et à vraiment transparence, je vais dire des chiffres, etc. Toi, tu te dis, ok, je vois que depuis 20 ans, ça part en cacahuète. La trajectoire va continuer. Il y a de très grandes chances qu'elle continue dans cette direction-là parce que c'est tout le pays qui prend cette trajectoire. Mais pour l'instant, je suis bien. Le jour où je ne serai plus bien, je partirai et je ferai autre
autre chose et de toute façon, tu es médecin, tu peux bosser à l'étranger, etc. Moi, je suis plus radical. C'est à partir du moment où je vois que ça prend une mauvaise trajectoire depuis des dizaines d'années et je vois que dans le futur, ça prendra toujours une mauvaise trajectoire, pour moi, j'ai plus aucune raison de rester du tout. Même si je suis bien. Parce que moi, j'étais à La Réunion. Donc, j'étais sous le soleil. J'avais la plage à côté. J'avais la plage vraiment à 2 minutes de chez moi. Je gagnais aussi très, très bien ma vie. Je travaillais peu. Donc, moi, je travaillais 2 jours par semaine en physique. Je faisais un peu de téléconsultation. Bon, je travaillais juste le samedi et le dimanche en physique. Je faisais 8 heures le samedi, 8 heures le dimanche. 2 jours, hein, pas de nuit. Et je faisais un peu de téléconsultation par-ci par-là dans la semaine. Et sinon, après, tout le reste du temps, je m'occupais de la cervelle, monter la prépa, monter le business, etc. Et ben, rien que le revenu médical, j'étais facilement à plus de 5 000 euros tous les mois, tu vois, en faisant juste ça. Mais malgré ça, j'ai quand même pris le risque de partir et de me lancer parce que à partir du moment où j'ai le switch, je vois que ça va partir en cacahuète. Moi, je sors tout de suite, je quitte tout de suite le bateau. En fait. Moi, je suis le rat qui quitte le bateau en premier, tu vois. Et je reste pas. Pour l'instant, le niveau de l'eau, il est pas encore assez haut, ça monte pas, je suis encore bien, j'ai pas encore les pieds dans l'eau, etc. Je reste jusqu'à la fin. Moi, dès que je vois que c'est pas bon et qu'il y a un trou dans la coque, je pars directement. En fait. Donc ça, c'est intéressant de voir le truc entre les deux. Donc pour toi, ça serait quoi l'étape de trop qui te ferait partir? J'en sais rien, il n'y a pas de truc déterminé. Le discours que tu as, il s'entend complètement et j'espère quand même avoir été suffisamment clair sur le fait que je suis pas là à me dorer la pilule, à rien faire. Je prépare l'avenir incertain qui nous attend. En fait, tu vois, j'arrive pas à m'empêcher de penser en fait à un truc, c'est que il y avait des mecs qui avaient un peu le même discours que toi. Alors toi, t'es parti dans les pays de l'Est, dans les pays d'Asie. Mais à l'époque, je parlais avec des mecs qui étaient en pays de l'Est et il y en avait qui étaient allés, figure-toi, en Ukraine. Et qui disaient, ouais, c'est tellement bien ici, vous, bande de cons en France. Et bah, qu'est-ce qui s'est passé quand il y a eu la guerre en Ukraine? Qu'est-ce qu'ils ont fait à ton avis? Eh ben, ils sont revenus comme des petits cafards en France. Voilà. Ouais, mais ils auraient pu très bien partir dans un autre pays encore. Oui, mais en l'occurrence, moi, c'est ça qui m'a marqué. C'est-à-dire, la France, c'est tellement de la merde que, en fait, ton pays de rêve, l'Ukraine, il a pris feu et t'es revenu en France et le comble sans fermer ta gueule alors que tu devrais regarder tes pompes. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, il y a un côté où, en fait, regarde, c'est pour ça que moi, j'essaye d'être, bon, on peut avoir une grande gueule et on peut être mesuré quand même dans ce qu'on dit. Ça veut dire, tu peux être tout à fait franc sur les points négatifs, tu peux être tout à fait franc aussi sur les points positifs, considérer de faire la part des choses sans ignorer leur évolution et de préparer justement cet avenir. Alors après, maintenant, quel est le jour, quelle est l'étape qui va faire que, j'en sais rien en fait. Imagine demain, je me fais agresser. Bon, moi, je fais de la boxe thaï, donc je me laisserai pas faire, mais ça m'est arrivé. J'ai été envoyé, alors tiens, petite anecdote, j'ai été envoyé en consultation en SOS médecin dans un point de deal, une tour avec un point de deal. Il y a le mec, tu sais, sur sa chaise qui est à devant. Le mec me voit arriver, tu sais, j'ai le gros sac bleu, le sac qu'on voit là derrière, là, sur le dos. Il me dit, tu fais quoi? Parce que comme les mecs ont un QI très modeste, si tu veux, ils sont payés pas à réfléchir. Donc, en l'occurrence, le mec m'arrête et me demande ce que je fais. Je lui dis, bah écoute, chez SOS médecin, j'ai une consultation. Il me fait, ok, c'est bon. J'appuie sur le bouton de l'ascenseur pour monter. C'est des grandes tours, il y avait je sais pas combien d'étages. Et en fait, le temps que l'ascenseur arrive, il y a 3 mecs qui débarquent, qui m'encerclent et qui me disent, t'es qui, tu fais quoi? Et c'est parti pour un interrogatoire, tu vois. Bon, tout s'est très bien passé. Les mecs, alors moi, je me serais pas laissé faire fouiller mon sac. Heureusement, ils m'ont pas demandé, mais juste je leur ai montré, je leur ai dit, bah je suis SOS médecin, tu vois, qu'est-ce qu'il y a? Mais si demain je devais me faire agresser, si ça se trouve, tout le discours que j'ai, il s'écroulerait, tu vois. Il y a des choses sur lesquelles tu peux dire, ouais, si le mec me parle mal, je vais faire ci, je vais faire ça. Et en fait, le jour où ça arrive, tu fais rien, tu vois, tu t'es une victime et tu te mets à chialer, c'est tout ce que tu fais. Donc je veux dire, il faut pas ignorer ça et te dire, bah ça se trouve, il va y avoir un truc qui va faire que, et je vais radicalement changer de point de vue. Ou alors, ça va jamais se passer, ou alors que sur un sursaut, bah, en fait, notre condition, elle sera toujours agréable et j'aurai pas de raison de partir. J'en sais rien, en fait, tu vois. Parce que moi, j'ai vraiment l'impression qu'on se fait cuire petit à petit, tu vois, et que la température augmente. Et en fait, à chaque fois, il y en a pour qui c'est la goutte de trop, ça monte trop, et qui partent régulièrement. Et tu as ceux qui restent parce qu'ils se sentent encore bien, ils se sentent encore en sécurité, leurs conditions sont encore bonnes. Mais c'est juste une question de temps avant qu'ils se fassent grignoter petit à petit. Alors attention, il y a des solutions intermédiaires. C'est ça que je voulais aborder après. C'était, il y a quoi entre le fait de rester et se laisser faire et le fait de partir? Pour moi, il y a le une secteur solution. 3. Voilà, ok. C'est ça que je voulais aborder. Pour moi, Voilà. c'est la seule solution viable si vraiment tu veux être médecin. Parce qu'il y a forcément des étudiants en médecine qui vont nous écouter et qui sont externes, voire même en pré-externat ou internes, et qui se disent, ok, moi, j'ai pas envie de partir, j'ai pas envie de quitter le pays, j'ai pas envie de me faire marcher dessus, qu'est-ce que je peux faire? Et c'est bien que tu abordes le sujet parce que pour moi, le secteur 3, c'est vraiment la solution royale. Donc, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est le secteur 3 du coup? Alors,
Schématiquement, en médecine, tu as 3 secteurs. Secteur 1, c'est le secteur de la sécurité sociale. Donc, c'est-à-dire que tu es payé au forfait prévu par la sécurité sociale. Le secteur 2, c'est que tu peux faire un dépassement d'honoraires, mais qui est encadré par la Sécu, c'est-à-dire qui n'est pas un tarif libre. Donc, imagine que la consultation, elle soit prévue à 30 euros par la Sécu, ce qui est le cas maintenant. Et ben, tu peux dire, je fais 20 euros de dépassement d'honoraires, donc ma consultation, elle est à 50 euros. Donc, la Sécu, elle te rembourse comme d'habitude, et c'est les mutuelles qui prennent le charge en fonction de ta mutuelle, ou alors, si tu n'as pas prévu suffisamment une mutuelle, c'est à tes frais. Et tu as le secteur 3 qui, pour le coup, n'est pas du tout dans la sécurité sociale et où, en fait, la Sécu te rembourse 69 centimes, un truc comme ça, la consulte, ou je sais plus, mais un truc, rien. Et en fait, tout est à la charge, soit de la mutuelle, soit directement du patient. Mais pour le coup, tu es libre de mettre le tarif que tu veux. Et ça te permet d'avoir une médecine qui est beaucoup plus libre, en fait. Parce que aujourd'hui, la consultation à 30 euros, tu ne peux pas passer 1 heure avec un patient. C'est impossible. Sinon, tu perds de l'argent. Entre toutes les charges que tu as, que je t'ai dit, tu dois payer, je sais pas moi, si tu es installé en cabinet, tu dois payer ta secrétaire, tu dois payer ton chauffage, tu dois payer tous tes frais possibles, imaginables, etc. En fait, tu es perdant. C'est impossible de vivre avec une consultation en 1 heure. Donc, c'est pour ça qu'il y a des médecins qui vont faire du secteur 3. Le problème aujourd'hui, puisque du coup, les médecins en secteur 3 se pensaient intouchables, ils sont en train de s'attaquer au secteur 3. C'est-à-dire que, puisque tu es en dehors de la Sécu, la consultation, si tu es patient, elle était à tes frais. Aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de faire passer, c'est de dire, tout ce qui va dépendre, toute prescription d'un médecin secteur 3 sera à tes frais, puisque tu es en dehors de la Sécu. Donc, si tu devras payer tes médicaments, tu devras payer ton IRM, tu devras payer ta chirurgie, tu devras tout payer. Et donc, en fait, c'est pour ça que moi, j'ai toujours vu des médecins dire, non, bande d'imbéciles qui fêtent les manifs, il suffit de quitter le système, quitter le navire, en restant en France, et de se mettre en secteur 3. Et aujourd'hui, moi, j'ai vu des médecins en secteur 3 dire, venez faire la grève secteur 3, le jour où on s'attaque, tu vois, à leur petit enclos. Alors moi, j'ai quand même un truc, moi je suis avec SOS Médecins. SOS Médecins, c'est du secteur 1. Et pourtant, moi j'arrive à faire des consultations qui sont quand même, je fais des fois du plus de 100 euros la consulte. Mais pourquoi est-ce que je fais ça? Et c'est là que je voulais en venir. Parmi les moyens que tu as pour te faire rémunérer suffisamment, et qui sont prévus par la Sécu, en fait, c'est de te surformer. Si tu dis la consultation de médecine, elle est à 30 euros, et que tu commences à faire à un patient un électrocardiogramme, que tu lui fais une échographie, donc que tu te formes à une échographie, que tu vas faire donc de la visite à domicile, et que en plus tu le fais le week-end, mais la consultation, elle monte sans problème en termes de niveau. Moi, je te dis, je fais des consultations qui coûtent 100 euros et je passe pas 3 quarts d'heure avec le patient. Temps de trajet inclus, tu vois. Le mec, je sais pas, t'arrives, il a une douleur abdominale, mais tu sais, un peu épigastrique, mais c'est pas clair. Tu lui fais la consulte de base, t'as la surtarification, entre guillemets, comme t'avais fait toi parce que t'es en week-end. Tu lui fais l'électrocardiogramme à domicile et en plus, qui est revalorisé par le fait qu'il est fait en domicile, tu gagnes 10 euros de plus. Tu lui fais l'échographie abdominale ou, tu sais, tu lui fais une fast échographie. Ta consultation, elle s'approche des 100 euros, voire elle les dépasse, tu vois. Et pourtant, je suis en secteur 1. C'est prévu par la Sécu. Donc, parmi les choses que tu peux faire pour rester dans le coup, entre guillemets, c'est de continuer à te former. Et en plus, c'est très, très fertile sur le plan intellectuel, tu vois, d'avoir la chance de pouvoir continuer de te former et de devenir en fait un meilleur médecin. Et c'est du gagnant-gagnant. Moi, je fais pas des consultations de 15 minutes avec mes patients, sauf si vraiment c'est pour une rhinopharyngite toute bête où là, ça va hyper vite de facto, tu vois. Mais il y a des gens chez qui, voilà, tu passes 3 quarts d'heure ou moins, parce qu'au bout d'un moment, tu t'automatises et compagnie, et ça, c'est très, très agréable. Moi, c'est un truc que j'aime bien faire. Tu vois. Ouais, mais du coup, pour moi, le pire mode d'exercice, si vraiment tu parles en termes de conditions de travail, rémunération, etc., ce serait vraiment le cabinet classique avec les patients à la chaîne, sans rendez-vous, même avec rendez-vous, etc. Est-ce que tu as déjà, j'imagine que tu as déjà fait des stages dans les cabinets de médecine générale? Mais moi, j'ai remplacé en cabinet et j'ai vite arrêté. En fait, ça, écoute, j'aime bien raconter des petites histoires, mais elles sont courtes. J'ai fait 12 ans d'études. Si je compte l'année de médecine du sport et si je compte, j'ai redoublé 2 fois la médecine. J'ai redoublé la P1 et j'ai redoublé la D4, la 6e année, parce que je voulais sacrifier ni ce que j'apprenais en médecine, ni mon mode de vie. Et au bout d'un moment, on est humain et je suis pas un espèce d'autiste qui apprend tout hyper vite. Donc, j'ai fait le choix de faire 1 an de plus. J'ai fait 12 ans. Première semaine, après avoir fini, après avoir été diplômé, je vais faire du remplacement en cabinet. J'ai dit, putain, j'aime pas ça. Ouais. Impossible que je fasse ça toute ma vie. Parce qu'effectivement, le 15 minutes de consultation où moi, je suis pas un mec stressé, mais quand même, t'as la pression d'être à l'heure. T'as pas envie, ne serait-ce que pour toi. Tu vois, si t'as 1 heure de retard, tu finis 1 heure plus tard. Tu vois, c'est désagréable. Tu fais des horaires à rallonge. Les gens, ils t'appellent. T'as envie de les voir. Tu sais, t'as fait ce métier, t'es un minimum humain, tu vois, quand même. Les gens, ils disent, docteur, c'est une urgence. Donc, tu vas les placer entre 2 patients. Tu vas prendre sur ta pause de midi. Tu vas les mettre plus tôt le matin, plus tard le soir. Et au bout d'un moment, tu vois, ça suffit. Donc, moi, c'est pour ça que j'ai arrêté, que j'ai fait du SOS médecin. Voilà. Excuse-moi, je voulais juste pour rebondir dessus. Mais oui, le
cabinet, pour moi, aujourd'hui, c'est horrible sur le plan de la qualité de vie. Tu fais des horaires pas possibles. Vu que t'es pas formé à dire non, eh ben, tu te fais grignoter. Mais de plus en plus. Moi, j'avais un pote à moi qui avait la même formation que moi et qui était malheureux moins d'un an après son installation. Parce que, justement, il se faisait grignoter sur tous les endroits où tu peux grignoter. Si tu donnes ça, le mec, un mois plus tard, on lui a pris tout ça, tu vois. C'est ça. Alors, moi, carrément, quand j'ai fait mon stage chez les médecins généralistes en cabinet, j'ai frôlé la dépression. Sinon, t'es là 6 mois, donc c'est un semestre en entier, t'es là 6 mois. Donc, j'étais bloqué là pendant 6 mois. Et j'ai tellement détesté ce côté, les gens à la chaîne, t'as la gestion du cabinet. Ensuite, une fois que les gens ont fini, une fois qu'il n'y a plus de patients, tu dois relire toutes les bios de toute la semaine, répondre, faire des courriers, etc. C'est vraiment une gestion horrible. Et pour le tarif auquel ils sont payés, ça vaut vraiment pas le coup, avec toutes les charges qu'ils ont, etc. Et SOS, c'était vraiment la bonne solution parce que ça va vite, tu vois des trucs intéressants assez régulièrement, tu choisis un peu ce que tu fais, etc. Tu choisis quand tu bosses, tu bosses le week-end. Je trouve hyper intéressant de changer d'environnement à chaque fois. Voilà, changer d'environnement à chaque fois, etc. Donc oui, c'était beaucoup plus intéressant. Donc finalement, si tu es jeune étudiant en médecine ou interne et que tu te demandes quoi faire, si je me disais, ok, je vais rester en France, je finis mes études de médecine, je vais rester en France, je vais pas partir, j'ai deux choix. Soit je fais des remplats, mais surtout du SOS, parce que les remplacements, c'est juste, tu es dans un cabinet et tu dois t'adapter au médecin que tu remplaces. Donc soit du SOS, soit si je m'installe, c'est en secteur 3 et en attendant de voir comment ça se passe jusqu'à ce que ça parte vraiment en cacahuète. Et dans ce cas-là, je partirai. Et bien sûr, surtout, préparer autre chose à côté. Donc comme j'ai fait et comme tu es en train de faire aussi, il faut pas que la médecine soit votre seule et unique identité. Ok, c'est 10 années d'études et avec les 10 années d'études, on est vraiment matrixé par la médecine, avec l'hôpital, donc t'es que dans un monde de médecins, t'es qu'entre médecins, t'es que défini par la médecine, tu révises énormément, plus les stages, plus l'hôpital, t'es défini par la médecine. Mais une fois qu'on sort de ce système-là, il faut vraiment s'ouvrir à d'autres horizons, lancer des projets à côté, faire de l'entrepreneuriat. Je trouve que en fait, la médecine, c'est vraiment un excellent levier pour faire d'autres choses à côté. Parce que tu peux choisir ton temps, choisir les jours où tu bosses, bosser 6 heures par jour. Moi, j'ai fait 2 jours par semaine. Et en fait, si tu fais bien les choses et que tu calcules bien, que tu fais des bonnes consultations, que tu sais bien côté, que tu fais des gestes à côté, moi, par exemple, les 2 jours de travail que je faisais par semaine, ça me faisait gagner plus que certains avec 5 jours de travail. Donc, ça te fait gagner du temps, en fait. Et avec l'argent que tu as, plus le temps que tu as, là, tu vas lancer d'autres projets à côté et ça te fait, comme je dis tout le temps, ça te fait plusieurs cordes à ton arc et tu es hyper versatile. Et en étant hyper versatile, tu es beaucoup plus fluide et c'est plus difficile de t'atteindre et de te couler, en fait. Je vais donner d'autres alternatives aussi que tu peux faire. Alors là, on va parler purement sur le plan financier. Moi, les solutions, je vais te donner 2 solutions que je connais, que je fais pas parce que je me retrouve pas sur le plan éthique. En fait, pour moi, tu fais pas de la bonne médecine quand tu fais ça. Mais voilà, si tu veux faire beaucoup d'argent, c'est la bonne façon. La première, c'est la maison médicale de garde. Tu fais du 20h minuit, tu vois un patient toutes les 10 minutes. Donc la consultation entre 20h et minuit, elle coûte 72,50 €. De base, hein, Un patient sans toutes les 10 minutes. ECG, sans rien, c'est juste de base. Sans ECG, sans Ouais, rien. c'est juste de Et base. je sais que dans les maisons médicales de garde, ils font un patient toutes les 15 minutes, voire moins. Voire moins. Ouais, ben là, Donc, je te laisse faire le calcul 4 fois 72 fois 20h minuit fois 4 heures. En 4 heures, tu as explosé le compteur. Si tu fais 2 patients de plus par heure toutes les 10 minutes, donc ça veut dire que tu en avais 8 de plus. Donc, 8 fois 72 en plus. Enfin, les mecs se font beaucoup d'argent. Et moi, je connais des médecins qui font ça et qui font du 20K par mois. Et quand je te dis du 20K, c'est du 20K. Alors, pareil, ils savent coter, ils savent les bons moments, les bons trucs. Et c'est du 20K net. Hein. 20K Ouais, net j'ai entendu aussi voilà. des médecins me sortir ces chiffres. Voilà. Des généralistes de la maison. Et des médecins généralistes. L'autre chose que moi j'ai vu, alors ça c'est des plans très particuliers, c'est des médecins qui faisaient de la PRP. Et en fait, ils faisaient donc il y a pas de, ils font de la PRP. Donc pour les gens qui ne savent pas, c'est des injections de plasma riche en plaquettes. En gros, tu fais une prise de sang, tu mets dans une centrifugeuse ton sang, ça sépare les éléments du sang et tu vas réinjecter les plaquettes dans une articulation pour des indications de douleur, on va dire de rhumatologie ou de médecine du sport, quoi. C'est pas encadré, en tout cas pas encore. Et il y a les mecs que je connaissais, ils faisaient du 300 € l'injection. Sauf qu'ils avaient des espèces d'infirmières et les infirmières prélevaient, centrifugeaient et eux, ils faisaient que de l'injection. Ils en faisaient 10 par heure. 10 par heure. Et ils faisaient des journées, ils travaillaient 2 jours par semaine et ils faisaient des journées de, je sais plus combien, de 8 heures, tu vois. Donc, imagine le chiffre d'affaires de malades qu'ils font, tu vois. Voilà. Alors, encore une fois, là, on parle purement sur le plan financier avec l'état actuel. Les mecs qui font de la PRP là 2 jours par semaine, ils ont de quoi coffrer énormément avant que les choses changent. Hein. Voilà. En fait, c'est ça qui est génial avec ce métier-là, c'est que tu peux soit te dire, OK, je vais faire de la médecine ultra quali, le cœur sur la main et je m'en fous de combien je gagne. Tu peux très bien te dire, vas-y, je vais faire l'ultra capitaliste et je m'en fous et j'y vais à fond. En fait, il y a une solution pour tout, mais tu peux aussi avoir des phases. Tu vois, par exemple, moi, j'aime bien l'idée de faire ce genre de médecine donc à
fond maison médicale de garde de nuit ou alors les PRP et tu vas comme un malade pendant 2 ans, 3 ans. C'est très rapide, ça va très vite. Tu coffres un max, t'investis. Une fois que ensuite t'as un revenu, t'as un side business à côté ou t'as quand même des bons revenus à côté, et ben là, tu peux souffler, te dire, OK, maintenant, j'ai plus, entre guillemets, de dépendance à l'argent. Enfin, c'est plus la médecine qui me fait gagner de l'argent. J'ai des business à côté, j'ai des trucs qui tournent à côté. Et maintenant, je peux faire de la médecine vraiment ultra loisir, en fait. Donc, je vais passer Ouais. 1 heure et demie avec un patient. On va faire toute son histoire de vie. Je vais prendre 3 patients par jour. Je m'en fous parce que j'ai plus de problèmes. Enfin, j'ai plus d'impératifs financiers. Donc, moi, je trouve que c'est une bonne solution aussi. C'est-à-dire, Exactement. je vais coffrer à fond pendant quelques années. Je vais tourner à 20K, 30K par mois pendant 4-5 ans. Je vais investir à droite, à gauche. Et puis ensuite, je reviens à la médecine, mais plus zen, quoi. J'ai un pote aussi qui a Ouais. fait, tu sais, polygraphie ventilatoire. Ouais. Les tests du sommeil, c'est très rémunérateur. Ouais. J'ai un pote, alors lui, pour le coup, il est MPR, mais tu peux le faire en neurologie aussi si tu fais de l'aspect. Il fait des électromyogrammes. Des amis, Très, très ouais. rémunérateur, ça dure 15 minutes. Il y a des mecs qui vont faire, alors là, pour le coup, vraiment business santé, où là, tu exerces plus en tant que médecin, mais voilà, ils font des prestataires de soins. Tu sais, ils livrent genre de l'oxygène, des trucs comme ça, du matériel médical. En fait, si tu réfléchis, effectivement, quand tu as les pieds dedans, tu te rends compte que tu peux faire il y a énormément de moyens pour faire de l'argent. Et encore une fois, en vrai, la médecine bien faite, si tu te mets à un secteur 3 ou même un secteur 1, mais que tu vas faire de la PRP, que tu vas faire, en fait, c'est des actes hors nomenclature. Tu vas faire moi, je fais un DU d'ostéopathie médicale. Ça prend pas hyper longtemps de faire une séance d'ostéopathie médicale et c'est rémunéré, tu vois. Si tu vas faire de la polygraphie ventilatoire chez un patient, moi, je connaissais un médecin aussi, il faisait de l'acupuncture, donc il avait 2 box. Donc pendant que chez un patient, en fait, tu lui mettais les aiguilles, il le laissait pendant, je sais pas moi, pendant une demi-heure et il faisait ses consultations entre temps et après il revenait enlever et il mettait un autre patient, bah ça faisait un complément de fou. Donc si tu réfléchis et et tu vois, franchement, le fin mot du truc, c'est vraiment ce que je disais, c'est se former. Si tu te formes et que tu arrives à mouler ça autour d'une médecine qui te correspond, parce que comme tu as dit, tu peux y aller en mode full business, sans éthique, mais moi, c'est pas trop mon truc. Mais tu peux mouler tout ça autour de la médecine qui te correspond et à trouver un juste équilibre. Et franchement, en l'état actuel des choses, tu arrives à t'en sortir. Et ça te permet de suffisamment bien gagner ta vie pour octroyer du temps pour faire, entre guillemets, un complément de revenu ou un truc qui te permettra de prendre la suite, tu vois. Ouais, je vois. Donc en fait, la vision idéale du médecin de demain, enfin, après, moi je parle des médecins généralistes. Après, pour les spécialistes, c'est peut-être autre chose, chirurgie, etc. C'est un autre délire. Alors les spécialités hospitalières, les gars, je suis vraiment désolé pour vous. Hein. Ça va être compliqué pour ceux qui sont vraiment à 100% hospitaliers. Mais pour moi, la vision idéale, c'est le médecin qui est médecin à 30%, quoi. Je ne te parle pas en termes de temps, je te parle en termes d'identité. C'est vraiment le mec qui a des trucs à côté, qui a plein de projets à côté, qui s'épanouit dans plein de choses et qui n'a pas la médecine vraiment en noyau. En tout cas, si c'est le cas, c'est vraiment une volonté propre. Si la médecine, c'est au centre de ta pratique, c'est parce que tu as envie de le faire, pas parce que tu es obligé, parce que tu as un crédit sur le dos, tu dois payer tes charges, tu dois payer la secrétaire, tu dois payer l'électricité, etc. C'est vraiment parce que tu as envie de mettre la médecine au cœur de ta pratique. Donc, après, pour moi, excuse-moi, je te coupe juste 2 secondes juste pour te dire, quand même, je pense que tu vois, tout le monde n'est pas fait pour être médecin. Et parmi les médecins, tout le monde n'est pas fait pour être autre chose que médecin. Je te parlais tout à l'heure de mon tempérament de créateur. Tout le monde n'a pas ce tempérament, tout le monde n'a pas, tu sais, la souplesse intellectuelle de réussir à avoir plusieurs activités en même temps, n'a pas en fait, faut avoir envie. En vrai, faut avoir faim pour faire plus de choses. Moi, le rêve de ma mère, c'était que je me mette en cabinet et elle n'arrivait pas à concevoir. Ouais. Et ça, c'est vrai pour plein de gens de dire, comment ça, mon fils, tu vas pas exercer en cabinet? Et il a fallu que je lui parle, mais avec le temps, pour lui expliquer que non, c'est pas ce que je veux faire et en vrai, c'est pas ce qui va me nourrir sur le plan de l'épanouissement, tu vois. Et donc, des gens qui ne pourront pas faire autre chose que médecin. Et en vrai, c'est déjà pas mal. On dit ça comme si c'était mal. C'est déjà extraordinaire. Mais quand même, tu comprends ce que je veux dire? C'est pour ça que alors, je pense que les gens, de toute façon, qui écouteront ça, ils sont déjà sélectionnés de base pour pouvoir, c'est ça. pour avoir les aptitudes à faire plus. Mais quand même, il faut être honnête. Même moi, je connais des gens qui essayent de faire plus. Et sincèrement, hein, tu sais, j'essaye de toujours pousser les gens vers le haut, mais je vois qu'il y a des gens qui, ils ont pas l'art et la manière. Ils arriveront pas, tu vois. C'est méchant à dire, mais tu vois bien qu'il y a des gens qui essayent d'incarner quelque chose qu'ils ne sont pas. Voilà. Donc, bon, voilà, c'était juste pour te couper 2 secondes. Ou alors, il y a des personnes qui s'épanouissent tellement simplement dans la médecine qu'ils sont prêts à en faire le centre de leur vie, même en étant parfois même précaires. Hein. J'ai déjà vu des médecins précaires. Donc oui, ça dépend du tempérament de chacun, mais ici, comme tu dis, les gens qui suivent plutôt la chaîne sont déjà présélectionnés. C'est plutôt des gens qui veulent faire plus, qui veulent aller plus loin et qui veulent faire... Après, je dis plus... on dit plus, mais ça serait autre, tu vois. Exactement. Le bon terme, ça serait plutôt autre, parce que t'es pas supérieur parce que tu fais médecin et en même temps, je sais pas moi, t'as de l'immobilier ou je sais pas quoi. Mais c'est juste une autre voie, en fait. Exactement.
Exactement. Ok, très bien. Donc finalement aujourd'hui, est-ce que ça vaut encore le coup de faire médecine? Si tu es en première année là, de médecine, est-ce que tu te vois... Alors ça c'est une question complexe parce qu'on m'a déjà posé la question, on m'a dit, si là tu retournais à 18 ans, à 17-18 ans, est-ce que tu referais médecine? C'est une question qui est complexe parce que c'est la médecine qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc après, tu peux pas me prendre et me remettre à 18 ans avec les connaissances que j'ai, les compétences que j'ai maintenant, etc. et me faire prendre le choix parce que c'est la médecine qui a créé ma manière de penser aujourd'hui. C'est ce que j'ai vu en médecine qui ont forgé mon caractère, etc. Donc, je peux pas te dire maintenant, non, je referai pas ou je ferai autre chose. Parce que je serai pas la même personne, en fait, dans la médecine. Et toi, de ton côté? Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Moi, je referais direct. Je referais direct parce que je vois pas du tout ce que j'aurais pu faire d'autre. Hmm. La médecine, ça me correspond complètement. Comme je te dis, je continue de m'épanouir dans mon métier. J'utilise beaucoup ce mot d'épanouir, mais parce que c'est quelque chose c'est un vrai truc chez moi. C'est que je cherche en fait à m'améliorer dans tous les plans de la vie, y compris justement sur le plan de l'épanouissement personnel. Et c'est un métier, tu as des choses à raconter, tu t'ennuies pas, tu vis des choses vraiment hors normes. Moi, j'aime beaucoup aussi le fait de se dire que en tant que médecin, tu es le mec capable de réagir dans des situations extrêmes. Tu as un arrêt cardiaque, je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de plus extrême qu'il y a quelqu'un qui est en arrêt cardiaque? Tu vas me dire, c'est 10 mecs qui sont en arrêt cardiaque, d'accord? Ben, en fait, qui est mieux capable de réagir à ça qu'un médecin, tu vois? Et c'est quand même extraordinaire. Et moi, j'ai des cas effectivement, j'ai dû gérer des arrêts cardiaques, j'ai dû gérer des situations. Et moi, c'est un truc que j'aime bien. Et le fait que tu sois, encore une fois, pondéré par tout ce qu'on a pu dire avant, bien rémunéré, que tu sois respecté socialement, que tu puisses employer ton emploi du temps, le prix à payer, il est lourd. Le prix à payer, même sur le plan financier, comme je te dis, plus de la moitié de ton chiffre d'affaires se barre, c'est quand même extraordinaire. C'est quand même démoralisant. Donc, c'est un prix à payer qui est très lourd sur le plan du temps, sur le Moi, ça a plan de été l'argent. déterminant. Sur le plan de l'argent, attends, sur le plan de l'argent, il y a un autre truc qu'il faut que les gens sachent. C'est que nous, on était très, très, très peu payés, pour ne pas dire quasiment pas, pendant quasiment toutes nos études. Donc, c'est pas juste, faut prendre à l'instant T, il faut aussi voir tout l'argent que t'as pas gagné pendant ces 10 ans, tu vois. C'est ça. Donc, le prix Ouais, est énorme à payer, mais malgré tout, moi, tel que je suis aujourd'hui, je le referai quand même. Ouais. En fait, j'ai discuté avec un pote aussi sur ce sujet-là qui est interne aujourd'hui. On parlait du coût de la médecine. Et en fait, non seulement ça a un coût en année, mais c'est aussi un gros coût d'opportunité. Parce que pendant ces 10 ans-là, tu fais pas forcément autre chose. Et on se disait, tu prends nos compétences d'entrepreneuriat, tu passes 10 ans sur n'importe quelle boîte et tu fais beaucoup plus que ce que tu aurais fait avec la médecine. Tu vois, tu mets autant d'efforts, autant d'abnégation, autant de sérieux dans n'importe quel projet entrepreneurial pendant autant de temps, mais ça te donne des résultats de malade par rapport à ce que les résultats te donnent dans les 10 années de médecine à la fin, tu vois, juste à la fin des années. Mais par contre, la médecine, c'est pas juste de l'argent, c'est pas juste un métier, c'est vraiment des compétences, c'est ultra large. Il y a plein de sous-médecine, il y a plein de sous-métiers dans la médecine. Tu peux changer radicalement de manière de pratiquer d'une année à l'autre, de lieu aussi d'exercice, de mode d'exercice. C'est beaucoup trop vaste. En fait, il faut plus d'une vie pour faire le tour de la médecine, même si tu es dans une seule spécialité. Tu vois. Enfin, même si tu fais uniquement de la cardiologie, entre la cardio du sport, la cardio en privé, la cardio en public, à l'hôpital, interventionnel, pas interventionnel, etc., c'est beaucoup, beaucoup trop large. Et tu as plusieurs vies dans un seul métier. Et ça, je pense pas que tu puisses le retrouver dans beaucoup d'autres métiers aujourd'hui. Et en plus, c'est une certaine sécurité. C'est un métier qui est reconnu aussi à l'étranger. Donc vraiment, le coût est énorme, mais ça en vaut encore la peine à mes yeux aussi. Donc oui, si je me retrouvais encore à 18 ans. En fait, la question serait plutôt, tu te retrouves à 18 ans, tu sais tout ce qui va se passer. Est-ce que tu refais médecine ou pas? Moi, je pense que oui, je le refais quand même. Moi aussi. Maintenant, est-ce que je le referais aujourd'hui? Bah, en fait, j'ai envie de te dire. Alors, il y a un autre truc à considérer, c'est le rapport de force. À qui profite la pénurie médicale? Bah, c'est que aux médecins. Moi, quand je fais du SOS médecin, mes consultations, j'ai 3 minutes de voiture entre chaque consulte. Tu vois? Bon, des fois un peu plus, mais voilà. Si c'était complet en tant que médecin, bah, SOS médecin, ça vaudrait plus le coup. Si j'ai 1 heure de route à chaque fois, ça vaut pas le coup. Moi, quand j'étais remplaçant, je disais bonjour, je suis remplaçant sur les groupes Facebook de remplacement. Tu te fais inonder ta boîte parce que tu es en situation de force. Tu publies une offre là où il y a énormément de demandes et très peu d'offres. Et pour le coup, ça va un petit peu s'équilibrer dans les 10 ans à venir puisqu'ils sont en train enfin de former un petit peu plus de monde. Mais la situation de pénurie médicale ne profite finalement qu'aux médecins dans son exercice, malgré tout ce qu'on a pu dire aussi. Tu vois tu comprends ce que je veux dire? Mais en plus, la pénurie, elle n'est pas que française ni même européenne, elle est mondiale. Donc, Ouais. tu vois, là, je sais pas si tu as vu, il y a une news À Montréal? au Enfin, au à Canada? Montréal, là, Ouais. ils offrent des bypass administratifs pour accueillir les médecins, quoi.
pour leur donner la résidence permanente, voilà, c'est ça. Tu as même des conventions, souvent à Paris, où tu as des systèmes de santé d'autres pays qui viennent recruter des médecins français à Paris directement. Donc, tu as le truc Émirats, Saoudi, Canada, etc. Ils viennent te pêcher directement. Donc oui, il y a besoin de médecins partout et tu es vraiment en position de force. Et tu parles dans le 10 ans en augmentant le numérus, etc. Mais en fait, dans le 10 ans, il se peut que la courbe commence à se retourner et qu'on commence enfin à avoir une pente montante sur le nombre de médecins. Mais pour vraiment avoir un truc even où c'est bon, il y a assez de médecins pour tout le monde, il faut compter 50 ans, 60 ans, tu vois, il y a encore. Donc ouais, c'est vraiment un métier où tu n'as pas de soucis à te faire à ce niveau-là. Donc, pour toi, ça reste toujours un métier qui vaut le coup encore en France aujourd'hui. Je suis d'accord sur ce point-là. Je pense, en tant que médecin en France, tu as vraiment une vie agréable, à condition que tu aies un mode d'exercice adapté, parce que des médecins burn-out, déprimés, il y en a plein. D'ailleurs, j'ai pas passé la vidéo du médecin. Je sais pas si vous avez vu la vidéo du fameux médecin qui pète un câble en consultation. Je veux dire au monteur de l'afficher. Vous calmez un peu. Allez, hop, vous calmez. C'est pas moi, docteur. Docteur, c'est pas moi. Docteur, c'est lui, docteur, c'est lui. Madame, vous arrêtez de gueuler. Je vais vous taper. Vous arrêtez. Vous arrêtez. Je vais vous arrêter, madame. C'est lui, wallah, c'est lui, wallah, c'est lui, wallah, c'est lui, wallah. Bon, je veux pas entendre de bruit. C'est lui, wallah. Je ne veux pas entendre de bruit. Je vais vous casser la tête. Calme-toi. J'ai peur de personne. Bande de vous êtes. Donne-moi mon casquette, docteur. Arrête, toi aussi, oh. Bon, c'est bon. Vous arrêtez, je vais en niquer un. Je vous le promets. Je prends n'importe qui, je lui dis sa gueule. Parle avec lui. Arrêtez. Faites chier les Parle-moi à lui. Lui, c'est l'archétype, tu vois, du médecin qui s'est laissé marcher dessus à tous les niveaux. Voilà. Le mec qui est dealer. Voilà, les gens viennent voir le dealer d'antibiotiques, de machin, de trucs, sans rendez-vous, c'est l'anarchie. Le mec, c'est pas jusqu'au moment où il pète un câble. Il pète un câble. Je suis persuadé qu'il est loin d'être le seul et qu'il y en a plein qui peut-être n'exprimeront pas avec autant de vigueur et d'honnêteté ce qu'il a sur le cœur, mais qui en pensent pas moins et qui sont dans la même situation. Hein. En fait, je comprends qu'il se soit pris beaucoup de haine, mais moi, quand j'ai vu la vidéo, j'ai vraiment eu que de la peine en fait pour lui. Je me suis dit, mais dans quel état il doit être pour péter un câble comme ça, tu vois. Et mais après la peine, j'ai eu le bon, bah c'est mérité. T'avais qu'à pas te laisser dans un truc comme ça t'aurait évité de péter un câble en fait. Si tu mettais limite dès le début, il y a aucun problème. Moi, j'ai un principe, c'est celui de la responsabilité personnelle. C'est-à-dire que tu peux blâmer, parce que bon, c'est pas forcément faux, mais tu peux dire, ah, c'est la faute de ceci, c'est la faute de cela en partie, mais c'est avant tout ta faute si t'arrive un truc, c'est tout. Voilà. C'est ça. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour des questions. Est-ce qu'il y a un sujet que tu voudrais aborder dans un prochain épisode? Ah bah alors là, comme on avait parlé, s'il y a un sujet, bah alors là, pour lequel on va pouvoir lâcher que des dingueries, c'est sur les études de médecine en elles-mêmes. Okay. Et alors, je te dis vraiment en une phrase pourquoi je te dis ça. C'est parce que les études, déjà, on n'est pas payé, donc tu es vraiment littéralement un esclave. Un esclave parce qu'on ne te paye pas. Moi, j'ai fait 25 gardes de 24 heures gratuites. C'était pas rémunéré. Quand tu es en quatrième année, tu es payé 100 euros. Pourquoi tu les as fait gratuitement? Parce que c'était obligé. Je n'avais pas le choix. Il fallait, pour valider l'externat, faire 25 gardes ou 20 gardes, je sais plus. Oui, je sais. Pour valider l'externat, il faut faire 25 gardes, mais elles sont payées. Moi, elles n'étaient pas payées là où j'étais. Ah, dans ta fac, elles n'étaient pas payées? Ah, gratuit. Voilà. Bah, moi, elles étaient payées 1 euro de l'heure, quoi, mais elles étaient payées quand même. Ah, moi, elles n'étaient pas payées. Tu avais ton salaire qui ne changeait pas si tu faisais des 200 euros par mois. Donc moi, c'était 100 euros en quatrième année. J'ai toujours les trucs hein, pour montrer. Ouais, c'est ça. 100 euros en quatrième année, 150 en cinquième et 200 en sixième année. Ouais. Quand je te dis que tu es l'esclave, c'est littéralement tu es là pour faire toutes les tâches subordonnées que personne ne veut faire. Tu fais du secrétariat, tu fais du brancardage. On n'a rien contre les secrétaires ou les brancardiers. Juste, toi, tu crois que tu vas à l'hôpital pour apprendre ton métier alors qu'en fait, tu fais pas du tout ça. Tu te fais victimiser à tel point que aller pleurer dans les toilettes, je veux dire, tu sais, ça fait partie du starter pack de l'étudiant en médecine. Tu apprends justement tu n'es jamais responsabilisé pour rien. Donc ça, c'est vrai, c'est des choses sur lesquelles on a beaucoup à rebondir. Les gardes, c'est vraiment un sujet. Moi, j'ai toujours vendu mes gardes. En fait. À part les 25 qu'on est obligé de faire. Après, pendant l'internat aussi, tu as des gardes. Moi, je payais d'autres internes pour qu'ils fassent les gardes à ma place parce que ça valait pas le coup en fait. Une garde, c'était payé. Alors, il me semble que pendant l'internat, une garde, c'était payé. Il me semble que c'était 200 et quelques euros. Ouais, c'est ça. La garde de nuit. Ouais. Donc, attention, les gens disent oui, c'est 12 heures. C'est pas 12 heures une garde de nuit, c'est 14 heures. Hein. C'est de 18 heures à 8 heures du matin. Et en plus, tu restes après pour les trans, etc. Donc, à l'heure, ça faisait vraiment pas beaucoup. Et moi, ce que je faisais, donc j'ai fait ma licence de remplacement. J'ai fait du SOS le week-end. En une journée, tu te faisais 500 euros. Avec les 500 euros, je rachetais 5-6 gardes. Et puis, du coup, je faisais un dimanche de jour travaillé. Ça m'enlevait 5 gardes sur mon planning.
semaine, quoi. Donc, c'était ultra rentable. Tu donnais 100 euros à un interne, il faisait la garde à ta place. Et puis, même des fois, Et il était content de la faire. il était content de la faire. Il était content de la... Et même, j'ai déjà payé même des 200, 250 euros pour reprendre une garde. Mais ça reste toujours rentable parce qu'il y a un tel impact sur ton sommeil. Parce que, en fait, moi, j'avais déjà la cervelle à côté. J'avais déjà le business à côté. Je me disais, vas-y, le week-end, il faut que je bosse dessus. Il faut que, je sais pas, tu vois, le service client, je réponde aux gens, etc. Si tu m'enlèves une nuit de sommeil, l'impact sur ma productivité, il vaut beaucoup plus que ce que tu me payes pendant la nuit, en fait. Et du coup, ça valait le coup de payer les gens pour les faire à ma place. Mais bon, ça, on en parlera dans un autre podcast